Bonjour et bienvenue au cas de gestion de crise. Pouvez-vous me confirmer l'alerte de votre équipe? D comme dodo. Parfait. Préférez-vous les règlements en français ou en anglais? En français. Donc, pour cette épreuve, vous disposez de 20 minutes pour faire la présentation au juge. Si votre présentation est d'une durée de moins de 18 minutes, une pénalité d'1 point sera enlevée par tranche de 30 secondes. Si votre présentation est d'une durée de moins de 15 minutes, votre équipe se verra attribuer la note de 0 au classement général. Si après 20 minutes, vous n'avez pas terminé votre présentation, vous vous verrez arrêté afin de passer à la période de questions. À la fin de la présentation, les juges disposeront d'une période de questions d'un maximum de 5 minutes. Je rappelle au jury qu'il est obligatoire de poser une question lors de cette période. Si à la fin de 5 minutes, vous n'avez pas terminé de répondre à la question, vous serez arrêté. Durant la présentation, j'indiquerai le temps restant lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes à l'aide de carton et les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts. Je vous rappelle qu'en aucun cas, vous ne pouvez mentionner la provenance de votre université sous peine de recevoir une pénalité. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et vous prierez de garder le silence jusqu'à la toute fin de la période de questions. Je demanderai maintenant au juge de se présenter et à la suite de quoi vous pourrez commencer votre présentation. Je m'appelle Émilie Villemur, je suis conseillère en ressources humaines pour la Caisse de Québec. Olivier Racine, partenaire d'affaires ressources humaines pour Solodec. Christophe Dufort, professeur à l'Université Laval, spécialiste en gestion de crise. Dans les dernières années, le Québec a fait face à plusieurs crises. Plusieurs crises qui ont des impacts importants au niveau tant au plan humain qu'au plan environnemental. Donc, comme ministère de la Sécurité publique du Québec, votre devoir est de veiller à la sécurité des Québécois et Québécoises en toutes circonstances. Nous sommes Innovation et nous sommes aujourd'hui ici pour vous aider à remplir cette responsabilité. Donc, je nous présente, je m'appelle Justine Larue, Valérie Tran et Astrid Médecin. Donc, la présentation d'aujourd'hui se déclinera en 5 sous-aspects. Tout d'abord, un état de la situation, suivi des différentes étapes qui auraient dû ou qui auraient pu être faites pour éviter la crise à laquelle on fait face aujourd'hui. On va poursuivre avec une solution, l'implantation de cette solution-là dans le temps et évidemment conclure brièvement. Donc, ensuite, après à l'état de la situation, il y a 6 parties prenantes, donc CAM, Transport Canada, les bureaux de la sécurité des transports du Canada, la ville de Saguenay qui a été touchée par l'incident, le ministère de l'Environnement du Québec et vous, le ministère de la Sécurité publique du Québec. L'élément déclencheur à la crise, c'est la défaillance du système électrique du navire qui a créé l'incident. Et ce qui a amené comme conséquence, c'est le déclenchement de 2 incendies, dont un qui a été mortel pour plusieurs personnes et qui a créé un déversement de matières dangereuses dans l'eau. Notre mandat que nous avons confié aujourd'hui est la mise sur pied d'une équipe de travail, puis la création d'un plan d'action concret pour aider la population. En fait, qu'est-ce qui aurait pu être fait dès le moment où on a observé en fait, le problème du système? En fait, on aurait pu directement réparer la salle d'opération du navire à Halifax, donc qui est le lieu où on a découvert le problème. Sinon, on aurait pu faire venir un deuxième navire, en fait, du siège social, donc Moncton, ou le ailleurs à proximité, qui avait des navires de la compagnie, pour transporter les marchandises vers Saguenay. Et aussi, on aurait peut-être pu, en fait, on aurait dû considérablement observer le passé de l'entreprise CAM, en fait, qui a déjà eu 18 accidents et 6 déversements récemment. Donc, en sachant les événements passés, on aurait peut-être dû agir différemment. Donc maintenant qu'on sait exactement ce qui s'est produit, ce qui s'est bien passé, mais aussi ce qui aurait pu être fait, concrètement, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui comme plan d'action pour remédier à la situation? Donc on vous propose un plan d'action en 4 étapes. La première étant évidemment de mettre en place des actions de base. Ensuite, la mise sur pied de l'équipe de travail comme vous nous avez demandé. En troisième lieu, on suggère la création d'un organisme. On y reviendra plus tard. Et finalement, on veut formuler des recommandations. Donc la première étape de notre stratégie, ce serait les actions de base mises en place. Parce qu'on entend par là, ce serait vraiment de contacter la Croix-Rouge, elle est vraiment experte côté sinistre, elle est vraiment spécialisée là-dedans. Ce serait aussi l'ouverture de centres d'accueil pour les personnes qui sont victimes, les familles qui ont été par les incidents, qui ont été victimes par les incidents, pardon. Donc ce serait de faire un partenariat avec des écoles et des centres communautaires pour héberger ces personnes. Ensuite, ce serait d'entrer en collaboration avec les services d'urgence, donc les pompiers, policiers, effectivement, vu que c'est un incendie. Puis de procéder aussi au nettoyage par les zones touchées de l'incendie, donc et aussi par les eaux, évidemment, puisqu'il y a eu des versements. Il est à noter en fait qu'on parle d'actions de base, et ces actions-là, en fait, c'est les actions qui sont automatiquement mises sur pied quand on fait face à une crise. Donc on pense par exemple à des inondations, sinon le Québec, il y a certaines régions qui ont vécu des tornades récemment. Donc de base, on croit que c'est vraiment les premières choses à faire.
mais ensuite, il y a plus. La deuxième étape, en fait, serait en fait de mettre sur pied une équipe de travail. Donc, quand on parle d'équipe de travail, ici, on mentionne les différentes parties prenantes qu'on veut intégrer à notre stratégie. Donc, l'équipe de travail, c'est l'équipe qui serait en charge, en fait, de la gestion de cette crise-là. Donc, d'abord, on veut inclure Transport Canada. Donc, on croit qu'inclure plus spécifiquement l'équipe, la direction générale, en fait, de la sécurité et sûreté maritime, ce serait une idée. Ensuite, au niveau d'Infrastructure Canada, donc chacune des directions générales d'Infrastructure Canada possède un budget, un fonds d'urgence pour justement permettre la reconstruction de villes de villes lors de crises comme celle que Saguenay a fait face. On croit aussi qu'inclure le ministère de la Sécurité publique du Québec, c'est essentiel pour diriger, planifier aussi les différentes opérations de secours qui doivent être mises sur pied. Et finalement, évidemment, la ville de Saguenay, puisque si la ville dans laquelle la crise a eu lieu n'est pas impliquée, c'est un peu désuet de faire un plan comme ça. On voit vraiment que le maire et le conseil municipal devraient être impliqués, mais que ça peut être une bonne idée aussi d'inclure le chef de police ainsi que le chef du service d'incendie à cette stratégie-là. Donc, le rôle de chacun, donc Transport Canada va agir beaucoup au niveau de la communication avec le public, mais aussi au niveau des normes et des lois qui encadrent le transport de matières dangereuses et les différentes normes au niveau de l'entretien des navires, des bateaux. Ensuite, au niveau d'Infrastructure Canada, eh bien, comme je l'ai mentionné plus tôt, ils possèdent un fonds d'urgence pour aider dans des situations comme celle qui est vécue à Saguenay. Donc, on croit que leur confier une partie du financement de la reconstruction pourrait être très pertinent. Ensuite, en ce qui a trait au ministère de la Sécurité publique du Québec, il y a différents rôles qui vous reviennent en tant qu'employé de ce ministère-là. Donc, évidemment, financer l'organisme qu'on va vous mentionner, la prochaine étape de notre stratégie. Ensuite, la distribution des différentes ressources aussi qui vont être mises à la disposition de l'équipe de gestion de crise. Et finalement, diriger les opérations sur le terrain. En un dernier temps, la ville de Saguenay devra, elle aussi, intervenir, comme je l'ai mentionné, donc au niveau d'informer les différentes unités qui vont être créées par notre organisme et finalement guider les intervenants aussi à travers la ville. Donc, on a trouvé bon aussi d'ajouter un clin d'œil à d'autres intervenants. Donc, comme j'ai mentionné en introduction, il y a beaucoup de crises qui ont été vécues au Québec récemment. Donc, on croirait pertinent d'inclure des intervenants d'autres régions, d'autres villes qui ont vécu des crises similaires à la vôtre. Donc, on pense ici, par exemple, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est la digue a brisé. Il y a eu une intervention, une équipe de gestion de crise qui a été mise sur pied à cet endroit-là. En Outaouais, en Beauce aussi, il y a eu des inondations, des tornades. Donc, encore une fois, des équipes qui ont été mises sur pied à ces endroits-là. Et finalement, évidemment, la tragédie de lac Mégantic, c'est un incendie similaire à celui qui est vécu à Saguenay. Par contre, c'était par un train et non un bateau. Mais l'équipe de gestion de crise qui a été utilisée à ce moment-là pourrait servir comme avoir le rôle de conseil pour l'équipe actuelle. Donc, la troisième étape de notre stratégie est bien évidemment la création d'un organisme. Donc, notre organisme, on a un petit nom pour vous, Urgence Québec. Donc, on a même un slogan, 6 unités travaillant pour vous. Vous, c'est les sinistrés, les Québécois, Québécoises qui sont victimes des crises comme on l'a vu aujourd'hui. Donc, la première unité est bien évidemment le soutien psychologique, vraiment important dans des crises comme ça. Donc, nous proposons en fait d'avoir des psychologues, des bénévoles, des travailleurs sociaux pour aider immédiatement à la crise, aider les victimes. Ensuite de ça, ces spécialistes-là pourraient vous aider à... en fait, on propose de mettre sur place en fait, des rencontres de discussion de groupe pour que les gens puissent partager en fait qu'est-ce qu'ils ont vécu et se donner des outils entre eux. Également, on propose de mettre en place une garderie pour diminuer le stress des parents. Donc, l'objectif serait vraiment d'avoir une garderie pour que les personnes sinistrées en fait, puissent laisser leurs enfants et avoir un petit moment pour eux, pour pouvoir replanifier qu'est-ce qui s'en vient pour eux dans l'avenir. Donc, c'est le travail de la première unité. Donc, comme deuxième unité, l'unité B, c'est au niveau de la nourriture. Donc, suite à un incendie qui a ravagé en fait les maisons des sinistrés, en fait, on propose comment on va pouvoir les soutenir au niveau nourriture. On propose de faire une guignolée pour les sinistrés, donc passer dans les villes environnantes en voiture, ramasser des denrées. Aussi, on propose de faire partenariat avec des cafétérias d'école pour réutiliser, en fait, prendre les repas qui ne sont pas consommés pour faire des petits soupers on a juste besoin de les mettre au micro-ondes. Ça pourrait aider énormément les sinistrés. Ensuite de ça, on peut faire des partenariats avec des restaurants, des épiceries pour enfin ramasser des légumes moches ou des aliments moches pour créer ensuite de ça, avoir de la nourriture pour notre popote roulante. C'est vraiment un élément central de l'unité B. C'est vraiment l'objectif d'avoir une cuisine communautaire, avoir des bénévoles qui cuisinent des repas, tout le monde ensemble, et qu'ensuite la popote, un petit véhicule, va porter la nourriture aux sinistrés dans les logements et les refuges que nous avons développés.
Donc, en ce qui a trait à l'unité C, on parle ici de vêtements. Donc, comme Valérie l'a mentionné, évidemment, lorsqu'une maison brûle, une maison passe au feu, tout est détruit, les vêtements avec ça. Donc, on croit qu'il serait bien d'inclure cet aspect-là d'offrir en fait des vêtements aux gens qui ont été sinistrés. Comment on compte faire ça? Donc, en fait, dans la guignolée qu'on a pensé mettre sur place dans les villes avoisinantes et même dans la ville de Saguenay, la section qui n'a pas été touchée, de demander aux gens, pas simplement de donner des vêtements, des denrées, mais de donner aussi des vêtements qui sont plus utilisés. On croit aussi que faire un partenariat ou avoir une entente avec des friperies, la région pourrait être une bonne alternative, puisqu'on sait que les friperies, c'est généralement des vêtements qui ont déjà été donnés. Donc, de demander à ces friperies-là, est-ce qu'ils peuvent faire un don des vêtements qu'ils ont reçus ou encore les vendre à prix très modique pour que les familles puissent justement se revêtir. Et finalement, on croyait aussi d'avoir un partenariat avec les magasins locaux. Donc, on sait dans les régions du Québec, notamment Saguenay, il y a beaucoup de magasins qui ont été créés par des gens de là-bas. Donc, oui, il y a les grandes marques qu'on connaît tous, comme H&M, Zara et tout, mais il y a des plus petits magasins aussi qui sont faits par les gens sur place. Dans les petites villes ou dans les communautés, comme ici à Saguenay, 150 000 habitants, c'est pas énorme. Donc, il y a beaucoup de gens qui se connaissent entre eux, et les propriétaires de magasins pourraient peut-être être enclins à vouloir offrir le linge, par exemple, des collections précédentes qu'ils n'ont pas réussi à vendre, ou le linge qu'ils ont en super gros rabais du 70-80 %, peut-être à place de le vendre, de l'offrir aux sinistrés. Donc, pour l'unité C, c'est à peu près ce qu'on avait imaginé pour vous. La quatrième unité, l'unité D de notre organisme Urgence Québec, consisterait à l'aide aux réclamations. Donc, on le sait, en cas de sinistres comme les incendies, les inondations et autres, les gens perdent à peu près tout. Donc, ces gens-là ont besoin d'aide, ont besoin d'assistance lorsque vient le temps de réclamer, en fait, aux assurances. Mais on ne parle pas ici simplement de réclamer aux assurances. On parle aussi de faire des demandes aux différentes villes pour les permis, pour se reconstruire et tout. C'est beaucoup de paperasse. On a mentionné aussi plutôt l'idée des garderies. Donc, ça pourrait être, si les enfants sont à la garderie, donner aux parents le temps de vraiment se concentrer sur les différentes réclamations à faire, les différents permis à demander. Puis, en fait, c'est pas tout le monde qui est expert dans la paperasse. Donc, ce serait une bonne idée d'avoir une équipe d'experts qui est là vraiment pour porter assistance aux gens à ce niveau-là. Mais pas seulement pour remplir la paperasse, mais aussi quand vient le temps de faire les suivis. Donc, on voit souvent à TVA Nouvelles ou même au Téléjournal à Radio-Canada, partout, des sinistrés qui mentionnent « ça fait des semaines que j'ai rempli ma demande, j'ai pas de nouvelles, je ne peux pas me reconstruire, le gel arrive ». On sait que l'incident est arrivé hier, donc au mois de novembre, il y a de la neige dehors. Donc, vraiment pour aider les gens à faire un suivi. En tant que citoyen, ça peut être difficile d'avoir des réponses, des fois à ce niveau-là, au niveau des instances gouvernementales. Donc, le fait d'avoir de l'aide de l'unité D à ce niveau-là pourrait justement enlever un poids de l'épaule des gens. Donc, toujours comme composante de notre programme, donc, il y aurait l'unité E, qui serait en charge du logement. Donc, comme on sait, ils ont tout perdu ainsi de leur logement. Donc, ce serait dans les médias de faire un partenariat avec des hôtels, des résidences étudiantes pour justement les accueillir pour un plus long terme. Donc, évidemment, sur le long terme, le temps qu'ils se trouvent des logements, qu'ils fassent leur permis, etc., c'est vraiment dans les médias. Aussi, ce serait de faire un parrainage par les familles aussi. On sait qu'il y en a qui partent, qui laissent partir leurs étudiants, ils ont des places libres dans leur maison. Donc, ce serait de leur proposer ça pour accueillir les familles sinistrées par rapport à ça. Ce serait un peu le même principe en fait qu'on voit avec les enfants qui sont placés en famille d'accueil. Donc, c'est des gens qui sont prêts à ouvrir leur maison, à ouvrir leurs portes pour accueillir des sinistrés. Donc, évidemment, c'est un programme qui demanderait un peu de logistique. Il faudrait identifier les familles qui sont prêtes à accueillir, mais comme Astrid l'a mentionné, si par exemple, il y a une famille, il était 4 et il y a 2 enfants qui sont partis étudier à l'extérieur, ça veut dire qu'ils ont peut-être 2 chambres disponibles pour une famille sinistrée. Donc, ce serait vraiment une bonne façon ce serait une belle action à faire. Puis, évidemment, comme on va parler à venir, ce serait une mesure qui est temporaire, mais qui pourrait être grandement appréciée d'avoir un foyer, même si c'est pour une courte période. Donc, à venir aussi, à venir sur le long terme, donc, ce serait d'avoir un plan de reconstruction. Donc, on va dire reconstruire les maisons, donc faire avec des architectes bénévoles, toujours bénévoles, qui établiront des plans pour la reconstruction. Puis aussi des plateformes de dons, donc recyclage de matériaux, justement, qui pourront aider pour la reconstruction des infrastructures. Donc aussi, il y aurait l'unité F, la dernière unité, qui serait le mémorial. Donc on sait, il y en a beaucoup de familles qui ont perdu des proches, etc. Donc ce serait vraiment de prendre le temps de les rendre hommage à ces personnes-là qui ont perdu leur cher. Donc ce serait de faire une cérémonie de soutien aux victimes sinistrées. Donc avec de chandelles, c'est vraiment pour en fait, démontrer notre compassion par rapport à ça, montrer qu'on les soutient de manière vraiment de cœur à cœur, comme on peut dire. Donc avec des fleurs, des minutes de silence, puis une poutre. On propose aussi d'avoir une poutre, une grosse poutre qui
mettrait en place les normes des victimes. Ce serait vraiment pour le remembrage. Aussi, où ce mémorial se situerait, ce serait vraiment au parc du centre de sport Jean-Claude Tremblay, où il y a eu vraiment l'incident. Donc, vu que c'est près du bord, c'est un espace là, c'est vraiment paisible, c'est vraiment très calme. Puis, c'est accessible à tout le monde. Et... On peut voir en visuel, vous avez des images satellites de la ville de Saguenay pour identifier où est-ce qu'on croit que le mémorial en fait, devrait se trouver. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut créer un organisme? Pourquoi prendre la peine de créer Urgence Québec? Donc en fait, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que ça permet d'avoir un financement qui est d'une certaine façon récurrent. Donc on a parlé d'avoir beaucoup de partenariats pour avoir recevoir des dons, des subventions. Donc on croit que cet aspect-là aussi peut être bien, mais c'est pas simplement, on n'a pas simplement pensé à la ville de Saguenay. On a pensé à toutes les villes au Québec qui ont fait face à des crises majeures comme celle qui a été vécue à la baie, en fond, au Saguenay. Donc on croit que notre idée d'organisme pourrait servir d'une certaine façon comme d'une boîte. Donc l'organisme serait Urgence Québec, la boîte. Puis lorsque une urgence qui se produit à quelque part, on libère certaines unités de la boîte qui sont nécessaires à ce moment-là. Donc on le sait bien, par exemple, pour une inondation, c'est pas tout le monde qui va tout perdre. Donc par exemple, l'unité vêtements est peut-être moins nécessaire à ce moment-là, mais c'est vraiment de dépêcher sur les lieux des différents incidents les unités qui sont nécessaires. Donc ça permet aussi un format tout en un. Donc chaque élément est pris en considération comme en énumérant les différentes unités. C'est un élément qui a été démontré, mais aussi le fait des procédures bien établies. Puisqu'évidemment, Saguenay, c'est à ce moment-là où on veut créer l'organisme Urgence Québec. Par contre, on croit que si le résultat en fait est positif, ce serait possible de conserver l'organisme Urgence Québec pour différentes crises. Évidemment, on ne souhaite pas qu'il y en ait beaucoup. Par contre, le fait d'avoir un organisme Urgence Québec permettrait justement de s'assurer d'être prêt, d'avoir les bonnes procédures pour arriver à aider les Québécois. Donc, la quatrième étape de notre stratégie est bien évidemment de formuler des recommandations. Donc, il y a beaucoup d'institutions gouvernementales qui sont impliquées dans la crise que nous vivons aujourd'hui. Donc, il faudrait leur proposer plusieurs recommandations. Donc, premièrement, de revoir la loi sur le transport pour les matières dangereuses. Donc, les matières dangereuses, c'est ça qui a causé un gros, l'incendie et le déversement dans l'eau. Donc, c'est vraiment important de revoir ça afin de bien structurer les matières dangereuses pour être sûr que ce ne soit pas un autre problème dans le temps. Ensuite, il faudrait revoir les normes d'entretien des navires. En fait, la loi qui est appliquée en ce moment date de 1992. Nous sommes maintenant en 2019, donc c'est peut-être plus aussi à jour. Il y a peut-être des nouvelles technologies qui existent maintenant qui pourraient être appliquées sur les navires afin de réduire les accidents comme on a vécu aujourd'hui. Également, si je peux me rendre au niveau des normes d'entretien des navires, c'est pas seulement la technologie des navires, mais aussi que la loi de 92 a été écrite en fonction de la situation environnementale de 92. Donc aujourd'hui, en 2019, on connaît mieux les changements climatiques, on connaît mieux l'impact des changements climatiques. Donc ça peut être une idée aussi d'inclure l'espèce de petit aspect plus vert. Pourquoi on veut la modifier? C'est vraiment pour s'assurer que non seulement l'entretien soit bien fait pour éviter les catastrophes, mais aussi au niveau environnemental, s'assurer que les navires limiter en fait le risque qu'une catastrophe comme ça se reproduise. Excellent. Aussi, il faudrait revoir l'application des normes. En fait, les navires ne sont pas souvent inspectés. Donc, peut-être, une fois qu'ils arrivent au port, vérifier dès qu'on sait qu'il y a un problème, comme par exemple le cas qui nous arrive aujourd'hui, d'avoir un inspecteur qui vérifie l'état de la situation et qui imposerait en fait des sanctions, mais des prises en charge rapides. Et ici, on proposerait pour le niveau environnemental de développer des technologies qui permettraient de détecter les fuites. Donc, la fuite a été détectée, mais il faudrait peut-être qu'il y ait un système, je vais peut-être dans le futur, là, mais qui va avoir une mousse spéciale dès qu'il va une fuite, on va patcher en bon français la fuite. Donc, peut-être une technologie comme ça serait à considérer, ou d'avoir une équipe qui pourrait mettre en place des recherches et mettre en application ces technologies. Donc, comme indicateur de réussite, ce qu'on avait essayé, moi et mon équipe, donc ce serait en fonction des distributions optimales des ressources, comment on effectuerait, donc ce serait plus par un nombre de sinistrés possible. Donc, on pourrait le quantifier, en fait, ce serait de manière concrète. Aussi, comme reconstruction, comme je l'ai mentionné tantôt, ce serait vraiment de voir si la construction a été faite, donc c'est vraiment si les familles ont pu retrouver leur logement, s'ils sont bien établis. Par rapport à l'Urgence Québec efficace, donc ce serait comment on peut le mesurer, ce serait de comparer les résultats d'Urgence Québec. Urgence Québec, merci, au Saguenay versus d'autres crises. Donc, comme mon collègue mentionné, c'est vraiment aussi des crises qui peuvent être fréquentes, donc ce serait vraiment de comparer le tout. Et le troisième élément, ce serait des normes, en fonction des normes des lois encadrant le transport en action dangereuse, ce serait vraiment d'encadrer ça. Donc, pour l'implantation de notre stratégie, dans le temps, en fait, on est vraiment dans l'urgence.
Donc, on vous recommande fortement, en fait, de mettre les actions de base en place aujourd'hui, de choisir les chefs d'équipe pour chacune des unités et de trouver les bénévoles le plus rapidement possible aujourd'hui et de rassembler le matériel nécessaire. Donc, les lieux, les voitures, toutes les ressources, le plus de ressources possibles aujourd'hui pour que demain, nous puissions lancer toutes les activités de chacune des unités, donc au niveau de la psychologie, de la nourriture, logement, vêtements, réclamation et pour le mémorial. Ensuite de ça, pour le mémorial, c'est quelque chose qui demande un peu plus de planification. Donc, pour le 1er décembre, il faudra avoir quelque chose de concret qu'on puisse mettre en place pour avoir une cérémonie le 15 décembre parce qu'en fait, les gens sont en deuil maintenant. On ne peut pas attendre plus tard pour inaugurer le mémorial. Donc, c'est maintenant qu'il faut le plus rapidement possible, en fait, mettre en place le mémorial. Ensuite de ça, on peut aussi commencer les levées de fonds pour financer toutes nos activités, les activités de l'organisme et formuler les recommandations aux institutions gouvernementales pour qu'il y ait le temps d'agir relativement rapidement. Le plan de reconstruction également va être commencé dans l'objectif de débuter les travaux le 1er mai. Donc, pour ce qui est des travaux, on a une bonne période de temps, mais on sait que des fois, les travaux, il y a des retards, mais le 1er mai, il commence à faire beau, donc ça serait le moment parfait pour reconstruire en fait, la ville de Saguenay. Donc, en conclusion, on croit vraiment que si vous mettez évidemment rapidement les actions de base en place, mais que vous créez une équipe de travail qui est efficace et optimale, si vous nous aidez en fait à créer l'organisme à but non lucratif Urgence Québec et qu'on effectue des recommandations pertinentes aux différentes institutions gouvernementales, nous arriverons justement à aider et à protéger les sinistrés et l'environnement. Donc nous sommes Innovaction, nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Vous mettez sur pied l'équipe de travail. Est-ce que votre organisme découle de l'équipe de travail ou c'est deux choses qui sont gérées à part? En fait, c'est deux. L'organisme serait une entité à part. Par contre, évidemment, lorsqu'il y a une crise, l'équipe qui est en charge de gérer la crise, donc l'équipe de travail, aurait un certain rapport avec l'organisme. Par contre, ils n'ont pas les mêmes objectifs. L'organisme a vraiment comme but d'aider les sinistrés à reprendre leur vie normale. Et l'équipe de travail a comme objectif plus de ramener la ville à son état normal, donc vraiment de gérer au niveau plus médiatique, mais aussi au niveau de tout ce qui est légal, qui encadre la gestion de cette crise-là. Et qui est le leader principal de l'équipe de travail? L'équipe de travail, ce serait vraiment, je peux retourner, non, je ne retournerai pas. Ce serait vous, le ministère de la Sécurité publique du Québec. On a mentionné que c'est vous qui êtes vraiment en charge de diriger les opérations sur le terrain. Et puis, vous avez mentionné aussi que votre rôle principal, c'est vraiment de veiller à la sécurité des Québécois et Québécoises. Donc, on croit que vous avoir à la tête de cette équipe-là, ce serait l'option optimale. Parmi créer Urgence Québec, qui est un organisme sans but lucratif pour venir aider aux gens, vous ne pensez pas que ce serait plus économique pour le gouvernement du Québec, en fait, de seulement donner de l'argent à la Croix-Rouge qui remplit déjà plusieurs de ces mandats-là, comme la nourriture, le logement temporaire, puis les vêtements, au lieu que je gère ça nous-mêmes? En fait, si je peux me permettre, en fait, la Croix-Rouge, c'est un organisme à but non lucratif, mais qui n'est pas... en fait, on pense que Sécurité publique Québec pourrait vraiment travailler en collaboration avec eux, mais c'est eux qui devraient prendre en charge la sécurité des Québécois. C'est vraiment dans leur mandat. Donc, c'est pour ça qu'on veut mettre ces gens-là qui créent l'organisme, parce que la Croix-Rouge va pouvoir aider dans l'immédiat, mais à long terme, si on a Urgence Québec, on va être plus viable pour répondre aux besoins pour une plus longue période de temps. Il y a aussi le fait que Urgence Québec, que la Croix-Rouge participe, oui, évidemment, à l'argent pour les vêtements, pour la nourriture et pour le logement temporaire. Par contre, il y a certains éléments qu'on a mentionnés, comme l'aide à remplir les différents documents et tout, qui ne sont pas fournis, qui ne sont pas provided, qui ne sont pas fournis par la Croix-Rouge. Donc, on croit que ce serait une bonne idée d'avoir Urgence Québec. Mais il y a aussi le fait, justement, évidemment, la Croix-Rouge fournit un certain montant d'argent aux gens pour racheter des vêtements. Par contre, quel montant d'argent il y a, quelle quantité de vêtements on peut acheter avec le montant qui est donné par la Croix-Rouge, on croit que Urgence Québec ferait affaire avec des friperies aussi qui peuvent avoir peut-être une plus grande quantité de vêtements, par exemple, pour les différentes familles, que ce qu'ils pourraient se procurer avec l'argent de la Croix-Rouge. Ok, vous dites, donc je reviens sur la fondation de Urgence Québec, mais dans votre planification, vous dites qu'il faudra que ça soit monté demain, hein, c'est ça? Non. Mais dans le fond, on ne trouve pas qu'il y a un décalage entre la création d'une nouvelle unité, quelque chose qui n'existe pas, et l'urgence que nous avons là, à 1h du matin, à gérer des morts, à gérer des familles, etc. Donc ce que vous nous proposez, c'est de le faire demain, ou c'est quelque chose qu'on doit imaginer pour la suite quand cette crise sera gérée?
En fait, ce qu'on croit qui pourrait être bien, c'est évidemment de mettre des équipes sur place dès maintenant. Parce que les sinistrés qui ont besoin d'aide, ils ont besoin d'aide dès demain, ils ne peuvent pas attendre plusieurs mois. Donc, évidemment, de faire tout ce qui est la raison d'être de l'entreprise, tout ce qui est le cadre juridique aussi de cet organisme-là, ça devra attendre. Par contre, je crois que l'idée d'avoir les différentes unités mises en place dès demain, ça pourrait être très pertinent et utile aux sinistrés. Donc, dans cet aspect-là. Dans ce cas-là, quelle est la différence entre la cellule de crise et cette unité? Parce que la cellule de crise va de toute façon avoir ses tâches à remplir. Ça fait partie de sa fonction. Par cellule de crise, gérer le logement, l'équipe de travail. Donc, en fait, là. Oui. C'est quoi la différence? Donc, la façon qu'on imaginait un peu la différence entre les deux, c'est vraiment que Urgence RH s'occupe de l'aspect très humain qui entoure la crise. Donc, vraiment de rassurer les gens, les individus. Et l'équipe de travail a vraiment une responsabilité plus bureaucratique ou plus officielle, plus législative. Donc, c'est dans cet aspect-là qu'on fait vraiment la différence entre les deux. Et c'est pourquoi on croit qu'il est important d'implanter les deux le plus rapidement possible, même si c'est possible dès demain, dès aujourd'hui. Donc, évidemment, comme j'ai mentionné, le cadre juridique de l'organisme ne pourrait pas être mis en place demain, c'est impossible à réaliser. Par contre, de vraiment avoir les différentes équipes qui commencent à se former avec des bénévoles, même pour commencer, ça pourrait être intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci.